Voilà. Très bien. Bah, écoutez, moi, je vous propose qu'on commence ce soir notre webinaire engagé au Vietnam et les personnes qui viendront seront accueillies par Nicolas au fur et à mesure. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Muller, qui est le directeur de TV5 Monde pour la zone Asie-Pacifique. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est évidemment la francophonie, mais le rôle que joue TV5 Monde, à la fois dans le développement de la francophonie dans la zone. On va découper notre petit webinaire en deux temps. Un premier temps, une présentation d'Alexandre, des questions que je vais lui poser, et puis ensuite, on pourra évidemment interagir parce que il y a des gens qui viennent de Da Nang, qui sont à Ho Chi Minh, à Hanoï, voilà, et qui ont sûrement des questions concernant le rôle de TV5 Monde. Voilà. Alors, merci beaucoup d'être là, Alexandre. Je te laisse peut-être te présenter dans un premier temps. Si tu veux. Écoute, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents ce soir. Ben voilà, Alexandre Muller, je suis effectivement le directeur Asie-Pacifique de TV5 Monde depuis 2007 maintenant, donc depuis quelques années. Ça fait 30 ans que je travaille pour TV5 Monde. J'ai rejoint la maison en novembre 1995 et le lancement de TV5 Asie, qui était le 30 juin 1996. Donc ça fait bientôt 30 ans qu'on s'est lancé en Asie. On a commencé un petit peu avant, parce qu'il faut préparer le travail. Et je suis maintenant à Hong Kong depuis 2007, effectivement, où on a délocalisé notre bureau qui a été à Bangkok de 97 à 2005 et qui a été relocalisé à Hong Kong en 2007 avec une petite équipe ici en charge effectivement de la direction de l'ensemble de la promotion, de la distribution et de la commercialisation des chaînes de TV5 Monde, puisqu'il n'y en a pas qu'une. Vous connaissez TV5 Monde Asie, même si la notion Asie a disparu de l'antenne. Le petit bug antenne en haut à gauche, il y avait marqué Asie avant. Ça a changé en novembre. On a fait disparaître cette notion-là au profit de couleur. Mais on a également TV5 Monde Pacifique, qui est une chaîne similaire qui a pour vocation d'être diffusée sur la zone Océanie et l'Asie du Nord-Est, donc Japon-Corée. Et puis, on a également TV5 Monde Style, qui est une chaîne art de vivre, qui a été lancée en 2015 et qui est là pour effectivement promouvoir effectivement l'art de vivre à la francophone, puisqu'on est une chaîne francophone, et un certain nombre d'autres services, effectivement, qu'on a lancés depuis quelques années. Voilà. Merci Alexandre. Alors du coup, effectivement, quelle est la particularité de TV5 Monde par rapport aux autres chaînes internationales et surtout quelle place elle occupe dans la promotion de la langue française? Alors, la particularité, effectivement, de TV5 Monde, c'est d'abord son tour de table, puisque c'est pas une chaîne franco-française, c'est une chaîne qui est détenue par plusieurs États bailleurs de fonds. Donc, c'est une société privée de fonds publics. Effectivement, c'est l'État français. Alors, TV5 Monde, le 5, en fait, hein, l'histoire du 5, c'est la création de 5 chaînes partenaires. En 1984, le 2 janvier 84 exactement, c'est-à-dire quelques mois avant la création de Canal+, pour les Français qui ont cette référence, TV5 a été lancé en Europe avec 5 partenaires. À l'époque, TF1, qui était encore une chaîne publique, Antenne 2, FR3, la télévision suisse romande et la RTBF. Donc il y avait 5 partenaires et donc d'où le TV5 en fait, tout simplement. Et a été créé à l'époque pour répondre à une demande d'un certain nombre de pays où le câble venait d'émerger. C'était le cas notamment aux Pays-Bas et en Suède, où effectivement le câble venait d'être créé et ils avaient besoin de contenu. Sauf que en télévision, en fait, on achète des droits par territoire. Et donc, il y avait aucune de ces chaînes n'avait les droits de pouvoir de diffuser en fait en dehors de son territoire, la France, la Belgique ou la Suisse. Et donc, ils se sont mis ensemble autour d'un projet linguistique. Effectivement, l'idée, c'était de se dire la spécificité de TV50 sont d'actes en français, exclusivement en français. Donc, on est toujours de l'expression française. Et donc, de mettre des contenus qu'ils produisaient eux-mêmes, bon, pour lesquels ils avaient les droits en dehors de leur territoire, pour une diffusion. Donc, ça a commencé par quelques heures par jour, hein, en 84, avant d'être effectivement le réseau qu'on connaît aujourd'hui. Avec le temps, effectivement, la chaîne a grossi. Le TV5 initial de 5 partenaires a été progressivement enrichi par les Canadiens et les Québécois qui ont rejoint le tour de table en 92. Et puis la diffusion en Afrique dans un premier temps, avec un décrochage qui était 2 heures par semaine à l'époque. On est très loin en fait de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis une numérisation et une accélération du processus qui a commencé
en 98 avec un TV5 semé en 5, c'est-à-dire découpage de TV5 en 5 chaînes différentes pour connaître aujourd'hui 8 chaînes différentes, un réseau effectivement mondial, plus de 400 millions de foyers à travers le monde, voilà, et 8 chaînes de télévision, 12 langues de sous-titrage, 2 chaînes thématiques, parce qu'il y a aussi une chaîne jeunesse, on a lancé une chaîne jeunesse il y a quelques années, et une chaîne art de vivre, donc en plus, voilà, donc 8 chaînes généralistes. Notre spécificité, c'est bien ça, c'est d'être d'expression française et donc avec des contenus qui sont issus de nos partenaires, donc nos actionnaires, puisque nos bailleurs de fonds sont certes la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, non, la communauté française de Belgique, pardon, le Canada, le Québec et la principauté de Monaco. Mais donc ce sont les chaînes publiques de ces pays qui sont en fait des actionnaires de TV5 Monde. Donc pour la France, France Télévisions, Arte et Lina, ainsi que France Média Monde, donc, que vous connaissez à travers France 24 ou RFI. Et puis pour la Belgique, la RTBF, la radio-télévision belge francophone, les Suisses ont la télévision suisse romande. Le Monaco a créé la TV Monaco pour pouvoir être actionnaire de TV5 Monde au moment où ils ont rejoint il y a 2 ans. Et puis Radio-Québec et Radio-Canada, pardon, et Télé-Québec. Voilà, j'ai fait le tour de nos actionnaires. Donc c'est vraiment, on est unique au monde hein, par rapport à ça. On est en fait à la fois une chaîne généraliste qui est déjà spécifique dans le monde du câble, puisque vous avez plutôt des chaînes thématiques. Hein, vous avez des chaînes dédiées au cinéma ou à la fiction ou à la jeunesse ou au sport. Vous n'avez pas de chaîne généraliste. Mais notre spécificité, notre thématique à nous, c'est d'être en français, avec éventuellement du sous-titre. C'est ce que vous avez au Vietnam. Par exemple, vous avez des sous-titres en vietnamien. Mais voilà, on est une chaîne généraliste d'expression française, sous-titrée éventuellement, voilà, et multilatérale. D'accord, mais alors au-delà des programmes qui sont visibles, il y a aussi des supports qui sont proposés, c'est-à-dire des supports numériques à la fois pour le grand public, mais aussi pour les enseignants. Quel est le type de développement que vous mettez en place justement pour favoriser la francophonie et développer la francophonie? Alors effectivement, on est TV5 Monde est l'un des 5 opérateurs de la francophonie, 5 opérateurs officiels de la francophonie. Donc on est un des opérateurs de l'OIF. Et à ce titre, effectivement, on a une mission de promotion de la langue et de la culture française et en français. Depuis de très nombreuses années, effectivement, TV5 Monde a un département qui s'appelle département Apprendre et enseigner avec TV5 Monde, c'est-à-dire un département qui est dédié à la mise à disposition aux professeurs ou aux apprenants en totale gratuité d'outils de formation pour effectivement apprendre le français, soit à quel que soit le niveau. Hein. On va du A1, A2, B1, B2, C1, C2. On a même des cours effectivement qu'on donne à l'ONU pour les diplomates. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui sont développés, qui sont aujourd'hui disponibles sur 2 sites internet, apprendre.tv et enseigner.tv, qui sont aussi il y a aussi des outils, une application numérique qui existe, hein, qui va être entièrement refondue d'ailleurs cette année sous une nouvelle marque, ça s'appellera TV5 Monde Edu pour éducation. Donc l'ensemble va être refondu dans un nouveau site TV5 Monde Edu qui va être annoncé très prochainement dans le cadre de la semaine de la francophonie. Il y a un certain nombre de choses qui vont être annoncées là d'ici peu. Donc je vais le bénéfice de la forme. Mais voilà, il y a une bibliothèque numérique également qui va être refondue, qui est mise à disposition gratuitement avec un grand nombre d'ouvrages en français, des classiques de la littérature française notamment, y compris en audio, on va dire, en audio découverte, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez la fainéantise de le lire, on peut le lire pour vous. Donc voilà, il y a beaucoup d'outils effectivement d'apprentissage qui sont faits. On a effectivement un réseau de formateurs, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour former d'autres professeurs à l'usage. Et c'est vrai qu'on donne une formation moderne, je dirais, et de l'apprentissage du français, ce qui se veut d'être un langage propre de la réalité, en fait, n'importe quelle émission de TV5 Monde peut être exploitée et on a développé cet outil-là pour exploiter n'importe quelle émission dans le cadre d'un apprentissage. Donc, ça peut aller de la météo. Alors, il y en a plus sur l'Asie, et un programme court, des programmes d'animation. Et effectivement, on a également on commence pour les tout petits. On a même des programmes pour les 3 ans, 3 ans et plus, assez populaires en Asie, les programmes pour les tout petits. Donc voilà, on a vraiment un dispositif très, très complet par rapport à ça, avec des spécialistes hein, qui sont passés par le CUEP, le CABILA, mais voilà, qui sont des professeurs émérites, ou en tout cas qui le font depuis de très, très nombreuses années et qui sont en relation avec les professionnels du secteur. Voilà. Alors, du coup, comment se porte la francophonie depuis que TV5 Monde existe et se développe, en particulier dans la zone Asie-Pacifique? Est-ce qu'il y a des moyens de mesurer un peu l'impact de la diffusion de ces programmes et de la mise en place
de ces plateformes? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus dynamiques que d'autres? Est-ce qu'on a des surprises en la matière? Est-ce que du coup, on a développé le français dans certaines zones du monde? Comment ça se passe? Est-ce que vous mesurez tout cela? On mesure effectivement, alors il y a plusieurs façons de le mesurer, mais vu qu'on a une chaîne de télévision, on peut déjà mesurer par le nombre de foyers qui nous reçoivent. Combien de personnes effectivement sont en mesure de recevoir les programmes de TV5 Monde dans une région donnée. Effectivement, depuis 2020, je crois que c'est l'Asie-Pacifique qui est la première zone de diffusion de TV5 Monde, hein. Donc aujourd'hui, on a 150, je crois qu'on a 158 millions de foyers câblés qui reçoivent TV5 Monde en Asie-Pacifique. Donc effectivement, c'est sur les 400 millions, hein, je disais, un peu plus de 400 millions dans le monde entier. Donc c'est vrai que moi, ça se porte bien de ce côté-là. Après, on n'a pas forcément les moyens de mesurer l'audience dans tous ces pays-là, hein, ne serait-ce que parce que le câble n'a pas forcément de mesure d'audience dans tous les pays. Alors, déjà, l'Asie-Pacifique représente 60% hein, de la population mondiale. Donc, on a déjà, effectivement, par rapport à ça, un avantage, puisque c'est aussi 60% du marché des foyers de la pay TV, hein, des foyers télé, et du câble. Donc, on a effectivement, de facto, un bassin favorable. Après, côté de ça, une fois que j'ai dit ça, on a quand même le plus petit pourcentage de locuteurs de français dans le monde. C'est 0,1% des locuteurs de français qui sont en Asie-Pacifique. Donc effectivement, par rapport à un continent comme l'Afrique, hein, où on doit avoir 80% des locuteurs de français qui sont en Afrique, avec effectivement une progression significative, hein, puisqu'on estime que la langue française sera la deuxième ou troisième langue d'ici 2050, avec plus de 700 millions de locuteurs. C'est grâce au continent africain, c'est clair. Donc on a une disparité effectivement entre une très très forte distribution en Asie et une faible francophonie, mais une forte francophilie. Je pense qu'en fait, ce qui fait la différence dans cette partie du monde, c'est la francophilie plus que la francophonie. Avec néanmoins, en tout cas, état de cause, on voit une progression, puisque je veux dire, les opérateurs qui nous distribuent ne sont pas des ONG. Ils ne sont pas là pour me faire plaisir. On n'est pas copains. Ils n'ont pas d'action chez nous. Et ils sont là pour faire de l'argent. Donc aujourd'hui, il y a 2000 chaînes de télévision disponibles dans le ciel. Si sur les 150 qu'ils proposent, ils estiment que TV5 Monde a une valeur, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui la regarde de l'autre côté. Et qu'en tout état de cause, ça valorise leur offre pour effectivement leurs abonnés. Donc, on peut effectivement déduire de la progression de TV5 Monde que, en tout cas, la francophilie se porte bien, que la francophonie se développe. On voit effectivement que les cours de français progressent, hein, néanmoins, que la zone Asie-Pacifique est une zone dans laquelle il y a des marges de progression très importantes. Il y a encore à faire, mais franchement, ça progresse plutôt pas mal, et sur lesquels la langue française a une très belle image. C'est aussi ça qui est important. On est effectivement en concurrence aujourd'hui avec d'autres langues, le coréen notamment, qui connaît effectivement ses heures de gloire en ce moment avec les K-dramas et la K-pop qui fait un raz-de-marée en Asie, mais bien au-delà. Le japonais aussi, qui est très présent, le mandarin, bien entendu. Voilà, donc on est effectivement l'espagnol qui est en concurrence, l'allemand pour les langues européennes. Donc voilà, on a beaucoup de concurrence. Mais à partir du moment où déjà le français a décidé de ne pas se battre comme première langue étrangère face à l'anglais, et quand on a admis que l'anglais était une nécessité, hein, et j'aime bien citer cette phrase que me disait Lord Cadouri, donc, qui est le fondateur du groupe Peninsula, et quand j'ai fait la première installation de TV5 Monde dans son hôtel en 1995, au Peninsula Hong Kong, j'ai demandé pourquoi il voulait TV5 Monde. Et il m'a répondu en français parfait, on parle l'anglais parce qu'on le doit, on parle français parce qu'on le veut. Et effectivement, c'est un peu ça la signature de la langue française en Asie. On parle français parce qu'on le veut. C'est pas la même francophonie que celle qu'on peut retrouver effectivement en Afrique ou sur d'autres continents. C'est une volonté. Le fait de choisir la langue française est souvent lié à des critères qui sont des critères culturels. C'est des critères de valeur. Ça peut être la valeur, ça peut être parce qu'on aime la gastronomie, ça peut être parce qu'on aime la mode, ça peut être parce qu'on aime l'art de vivre. On aime le cinéma. Le cinéma aussi nous a apporté beaucoup de choses. On a énormément de cinéphiles en Asie. Quand on diffuse, une institution type Alliance française ou Institut français fait un cycle Jacques Tati, les séances sont pleines. Faites un cycle Jacques Tati en France, vous allez voir, vous faites pas trois entrées, hein. Alors que effectivement, tout ce qui est nouvelle vague fonctionne très très fort. Parce que le cinéma mondial, une grosse partie du cinéma mondial, le cinéma hongkongais par exemple, doit quelque chose effectivement à cette nouvelle vague. Donc on a la chance d'avoir toute une série de valeurs
et puis les droits de l'homme, certains disent. Enfin voilà, en tant que Français, effectivement, on a tendance à être autocritique et assez critique sur notre propre pays, mais vu de l'extérieur, la vision est un peu différente et la France, notamment, et la langue française, d'une façon générale, véhicule un certain nombre de valeurs qui nous sont enviées ou en tout cas qui permettent effectivement d'avoir un certain attrait et que nous, du coup, sur lesquels on a la chance de surfer. Parce que j'ai répondu peut-être un peu longuement à la question, mais Non, non, mais avec beaucoup de précision et je pense qu'on a appris beaucoup de choses aussi. Alors du coup, quel est le pays? Est-ce qu'il y a un pays ou est-ce qu'il y a une zone en particulier qui serait plus francophile qu'une autre? Est-ce qu'il y a un pays qui sort du lot? Est-ce qu'il y a un pays qui pourrait nous étonner d'ailleurs? je vais vous donner les classiques, mais c'est vrai que le Japon est francophile, la Corée est très francophile, hein, tout aussi francophile que le Japon. D'ailleurs, la Corée est observateur de la francophonie depuis pas si longtemps, mais il fait partie des observateurs de la francophonie. Moi, le pays qui m'étonne le plus, hein, et qui est c'est l'Inde. C'est effectivement de très loin notre premier marché, hein, dans le monde, hein, puisqu'on a plus de 100 millions d'abonnés en Inde sur le câble et plus de 700 millions d'abonnés sur les services dits OTT, donc over the top, les services online par exemple. Donc c'est vrai que l'Inde est un pays intéressant. C'est la première audience de TV5 Monde dans un pays non francophone. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est très très impressionnante sur ce marché-là. Donc sachant qu'il y a déjà 22 langues officielles en Inde, hein, donc le français, je parle juste des langues nationales. Donc entre l'anglais qui est parlé par grosso modo 1% de la population, soyons honnêtes, l'hindi qui est passé par 70%, mais après chaque grande région indienne a sa propre langue je sais pas, du bengali au nord-est, au tamoul au sud-est, par exemple. Mais voilà, il y a plein de langues et malgré tout, et dans ce contexte-là, effectivement, TV5 Monde se positionne plutôt bien. Après, je ne vais pas vous cacher qu'on ne cherche pas à être une chaîne de masse. On ne touche pas à 1,5 milliard d'habitants. On essaye effectivement d'aller proposer quelque chose à une portion de cette population, d'abord celle qui parle anglais, parce qu'a priori, il faut déjà vu qu'en sous-titre, il faut déjà qu'elle soit alphabétisée, hein. On a quand même, il y a encore ce problème-là en Inde. Mais c'est vrai que on a une dynamique du réseau des professeurs de français en Inde qui est assez exceptionnelle et avec des audiences qui sont très, très intéressantes en ce qui nous concerne. On a plus d'un million de téléspectateurs, effectivement, quotidiens en Inde. Donc, c'est ce qui est peut-être rien comparé aux 1,5 milliard d'habitants, mais ce qui est énorme comparé, effectivement, à la place de la langue française qu'on pourrait imaginer dans un contexte, effectivement, où il y a 22 langues officielles, quoi. C'est assez effectivement impressionnant. Alors du coup, maintenant qu'on a eu un panorama, une présentation de TV5 Monde, et surtout aussi, je pense que c'était un point très important, faire le distinguo entre la francophonie et la francophilie, c'est-à-dire tout ce qui touche à la culture et à l'attrait que peut avoir la France par rapport à cette zone, la zone Asie-Pacifique, et l'impact que cela peut avoir sur des pays comme la Corée ou l'Inde. C'est assez impressionnant. Je ne savais pas que l'Inde était aussi intéressée par le français, ou en tout cas, et sa culture. Et donc, voilà, TV5 Monde se développait aussi de façon aussi importante en Inde. Alors, peut-être qu'avant de passer à une autre thématique, je ne sais pas s'il y a quelques questions ou s'il y a des interventions. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un temps qui va être consacré à vos questions ensuite. Mais moi, je voulais qu'on vienne sur le. Il va y avoir le sommet de la francophonie au Cambodge. La plupart des personnes ce soir présentes sont au Vietnam, donc on est vraiment voisins. Et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Alors, du coup, quel sera le rôle de TV5 Monde dans le cadre de ce sommet? Est-ce que vous allez avoir des missions particulières? Est-ce que justement, au-delà des annonces qui vont être faites au mois de mars, il y a d'autres choses qui vont être proposées lors de ce sommet? Alors, effectivement, on est des opérateurs, donc on est aussi l'opérateur du sommet. Donc, effectivement, il y a une première mission d'ailleurs qui doit avoir lieu d'ici la fin du mois. Je devais m'y rendre la semaine dernière, mais finalement, il y a un peu de retard côté cambodgien, puisque, comme vous le savez, c'était prévu initialement à Angkor Wat et que tout a été redéplacé sur Phnom Penh, ce qui n'étonne pas grand monde au final, mais ça doit entrer une organisation. Il y a beaucoup. L'OIF, notamment, attend encore quelques réponses de la part des autorités
cambodgienne sur un certain nombre de points, et nous, on a effectivement une mission qui est prévue d'ici la fin du mois avec l'OIF pour commencer à faire un premier repérage, puisque pour nous, c'est effectivement des équipes techniques qui vont se déplacer, hein. Il y a pratiquement une centaine de personnes de TV5 Monde qui vont se succéder ou se déplacer pendant le sommet, avec beaucoup d'interviews et un dispositif technique qui est lourd. Donc, on va faire à peu près ce qu'on a fait effectivement dans le cadre du sommet de Villers-Cotterêts, mais avec peut-être un petit peu moins d'envergure, parce que l'avantage, c'est que quand c'était en France, c'était pas très loin de Paris. On met ça dans des voitures et on y arrive. Quand il faut effectivement envoyer du matériel au Cambodge, ça coûte un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué. Donc, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Mais pour l'instant, le dispositif global n'a pas été encore divulgué. Il y aura effectivement des délocalisations, des émissions comme l'invité, ce qui va de soi. Il y a déjà une destination francophonie qui a été tournée au Cambodge le mois dernier, qui sera diffusée en avant-première lors du sommet. Et d'ailleurs, cette année, on a 3 destinations francophonie, hein, qui sont consacrées à l'Asie. La Thaïlande du Nord, qui sera diffusée en avril sur TV5 Monde, et pour lequel je ferai une avant-première fin du mois à l'Alliance française de Bangkok. On a également donc celle sur le Cambodge. Et puis en fin d'année, on aura la Corée pour la première fois également. Donc 3 destinations francophonie sur 12, c'est pas mal, quoi. Enfin, sur 12 mois, c'est pas mal. Je pense pas qu'il y en a 12 parce que je pense qu'il s'arrête un peu, Yvan, mais voilà, c'est pas mal. Après, effectivement, un très bel épisode au Vietnam. Et merci, Raimi, encore pour ta participation dans cette. Voilà. Donc, c'est un nouveau format. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Pour l'instant, j'ai pas la liste encore exhaustive. C'est encore en préparation. Mais il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui seront faites. Beaucoup de choses institutionnelles, il faut être honnête aussi, hein. Donc, il y a pas, tout n'est pas forcément intéressant pour le grand public, hein, et tout n'est pas non plus très télégénique dans un sommet comme celui-là, hein. Donc, effectivement, il y aura sans doute tout un tas de sujets au niveau des journaux, mais c'est vrai en termes audiovisuels, il y a quand même un certain nombre de choses un peu plus. Il y a des réflexions qui sont faites pour justement avoir des reportages autour de la francophonie dans la zone Asie-Pacifique, pour alimenter justement les grilles. Essayer de faire un fil rouge, effectivement, qui nous emmènera jusqu'au sommet. Donc, il y a pas mal de projets. Mais pour l'instant, effectivement, il y a eu des réunions très bientôt sur le sujet, mais j'ai pas eu encore de retour complet sur le dispositif. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais a priori, il devrait y avoir une mise en avant un peu plus importante cette année que l'année précédente sur la francophonie en Asie, puisque on a la chance, pour une fois, d'avoir un sommet qui se tient à côté de chez nous. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Et c'est vrai C'est que plutôt une bonne chose. Après, j'aimerais voir. Moi, je suis toujours comme Sonra, hein, je l'ai pas encore vu venir, donc j'attends de voir et j'attends de voir avec impatience. Et ça me fait très plaisir, effectivement, que la francophonie asiatique soit mise en avant, voir aussi dans ses composantes pardon, économiques, c'est-à-dire à travers ces entrepreneurs, à travers effectivement tout ce bassin économique qui fait aussi vivre cette francophonie. C'est important. absolument. Alors du coup, c'est la bonne transition aussi, je pense, peut-être pour faire un focus un peu plus particulier sur le Vietnam et la francophonie et le rôle que peut jouer TV5 Monde ou que te joue déjà TV5 au Vietnam. Alors, tu parlais tout à l'heure de Destination Francophonie, cette très belle émission qui avait été faite où on pouvait avoir des gens qui intervenaient à Hanoï et à Ho Chi Minh avec une vision très large de la francophonie au Vietnam. Est-ce que voilà, sur ce point, qu'est-ce que fait TV5 Monde au Vietnam? Comment elle développe la francophonie? Comment elle peut aider à développer la francophonie? Et est-ce que tu as une vision de l'état un petit peu de la francophonie au Vietnam? Et les chiffres qui me sont communiqués par l'OIF, hein, donc comme tout un chacun, donc la francophonie au Vietnam, c'est grosso modo 1% de la population qui parle français, c'est un peu moins de 700 000 locuteurs de français, mais en progression, visiblement, effectivement, après une période pendant laquelle on avait plutôt des personnes âgées qui parlaient français, on a à nouveau une population plus jeune qui se réintéresse à la langue française, mais aussi à partir du moment où on a décidé d'arrêter de se battre sur le français de première langue, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'on a accepté de se battre pour la deuxième place et non pas pour la première. C'est effectivement, ça a enlevé un peu de pression et ça permet de repositionner le français pour des raisons économiques, tout simplement.
En termes de distribution, on est plutôt très bien distribué au Vietnam, hein. On a plus de 10 millions de foyers qui nous reçoivent. On est en train de se lancer sur les télévisions connectées, donc gratuites. Donc les FAST, c'est les Free Ad Supporting TV, donc les chaînes que vous recevez gratuitement sur la télévision, moyennant publicité, en gros, pour faire simple. Mais effectivement, on en a trois qui ont été lancés à travers le monde et qui vont effectivement, qui commencent à être présents sur certains téléviseurs, notamment au Vietnam. Non, je crois qu'il y avait une question, pardon, mais non. Et également, on est très présent sur les offres OTT, notamment sur l'offre de Vitel, Vitel 360, où on est également diffusé. Donc, notre rôle, nous, c'est avant tout, on est un opérateur de télévision, enfin de câble. Donc, on est là pour alimenter, effectivement, et essayer d'occuper les écrans. Alors, aujourd'hui, c'est pas seulement le grand écran dans le salon, mais c'est aussi les écrans Internet, les écrans mobiles, d'essayer d'être présent là où les gens sont. Et si possible, de la façon dont ils le regardent. Donc, on a également cette offre TV5 Monde Plus, qui est une offre gratuite de vidéos à la demande, financée par la publicité, hein, dans lesquelles vous pouvez regarder plus de 3000 programmes différents. Il y a du cinéma, du documentaire, de la fiction, et tout un tas de programmes courts également, des programmes pour l'apprentissage du français, des très belles émissions qui sont faites aussi spécialement, des productions spécifiques également qui sont faites pour cet outil-là, pour TM50 Plus. Donc voilà, vous pouvez vraiment, c'est une offre qui est très 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 riche et qui permet effectivement un échantillon assez large de programmes audiovisuels en français issus de la francophonie au sens large, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes canadiens, il y a à peu près un tiers de programmes québécois, de programmes suisses et belges et de programmes en français, y compris des coproductions africaines aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Les séries que vous avez appréciées à une époque, Shérif, Avocat et Associés, et d'autres, vous les retrouvez effectivement ou PJ d'ailleurs à l'époque. Vous pouvez les retrouver sur cette plateforme-là gratuitement et avec des sous-titres. Alors il n'y a pas le vietnamien encore en sous-titrage, mais vous avez vous avez le sous-titrage notamment en anglais pour ceux qui ou en français d'ailleurs, ça peut aussi aider pour les apprenants de français. Voilà, donc il y a effectivement pas mal de choses. Après, sur le terrain, ben, on s'appuie surtout sur des acteurs comme Culture et Espace Francophone, par exemple, mais on s'appuie sur les gens qui sont sur le terrain. On s'appuie sur les gens qui font vivre la francophonie au quotidien et qui ont effectivement besoin de soutien. Donc aujourd'hui, on est ravis d'être en soutien de Culture Espace Francophone, de ce dynamisme. En fait, la réalité de cette francophonie, c'est vous qui la faites, en fait, c'est pas moi. Nous, on apporte des outils, on apporte effectivement un cadre assez strict d'une façon générale. Mais c'est vous sur le terrain qui la faites vivre, cette langue. C'est vous qui organisez des événements, c'est vous qui êtes proactif. C'est vous qui avez vos enfants qui sont dans des écoles locales et qui avez envie effectivement de partager effectivement cet amour de la langue française et cette diversité culturelle avec les Vietnamiens et de faire ce mélange-là. Donc nous, on est là quand on a la chance de se rencontrer, parce qu'on ne les connaît pas tous, malheureusement, hein, et on n'a pas les moyens de soutenir tout le monde non plus, mais quand on a la chance, effectivement, de les rencontrer et de voir ces superbes aventures, et ben on a bien entendu envie de les accompagner, de les faire vivre, parce que c'est gagnant-gagnant, effectivement. Pour nous, les former les jeunes, c'est nos téléspectateurs de demain. Donc, on a tout intérêt, effectivement. Et on peut apporter, effectivement, à travers la télévision, l'apprentissage du français tel qu'il est réellement parlé. Les livres ont plein d'outils, c'est magnifique, mais personne ne parle comme Victor Hugo dans la vraie vie. Donc, si vous allez à Paris demain et que vous parlez comme ça, personne ne vous comprendra. Donc, il faut aussi avoir des programmes qui sont en phase avec la réalité des gens. Et puis, la francophonie, c'est pas que la France, c'est des accents différents. Il faut comprendre effectivement un Suisse quand il dit ou un Belge quand il dit 90, et il a raison, puisque c'est pas pourquoi on dit 90, c'est quand même bizarre de dire 90 pour parler d'un chiffre enfin, alors qu'on disait 90 aussi, hein. Donc, ou les Québécois, et qui sont finalement nos grands cousins. Donc la langue française a évolué. On a des centaines de mots issus de d'autres langues dans le français. Et effectivement, on s'enrichit en permanence de tout ça. Donc pour nous, voilà, on est plus un soutien effectivement de ce qui se fait sur le terrain. On est plus en mesure que d'être effectivement. On est un acteur parce qu'on est présent dans le salon.
Si vous allumez la télé, effectivement, notre rôle, c'est de faire en sorte que quand vous allumez la télé, on puisse être là et on puisse être disponible pour offrir cette possibilité d'écouter quelque chose en français. Mais donc c'est un travail qui est pas simple, effectivement, parce que comme je l'ai dit, c'est pas des ONG en face, donc ils sont là pour lui, il faut être sûr que ça ait un sens pour eux. Mais donc on est un outil, un soutien qui est compliqué au jeu, mais qui aujourd'hui est concurrencé par plein d'autres outils. YouTube, pour n'en citer qu'un. YouTube est quand même le plus gros éléphant dans la pièce, quoi. Pardon, mais il y a des milliers d'heures de contenu en français, gratuit, bien et moins bien. Mais il y a effectivement énormément de possibilités, de contenus qui sont d'ailleurs disponibles, que ce soit légalement ou illégalement, sur YouTube. Et pareil avec Facebook. Il y a énormément de contenus vidéo qui sont disponibles sur Facebook de façon plus ou moins légale. Et je ne parle pas après d'autres messageries qui effectivement véhiculent pas mal de contenu. Donc, il y a aujourd'hui un écosystème compliqué. Le Vietnam prend parfois certaines libertés aussi avec les droits, donc voilà, c'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est un écosystème complexe, mais sur lequel, pour nous, le plus important, ce sont les acteurs sur le terrain, pas les acteurs institutionnels. Les acteurs institutionnels, effectivement, ils font un travail institutionnel qui est très bien, mais c'est les acteurs concrets, c'est les gens qui sont effectivement les associations qui font en sorte que cette langue française vive à travers des événements, que ce soit effectivement un événement comme une kermesse, la semaine du goût, la, la, la très belle dictée. Moi, j'aurais fait, je ne sais pas combien de fautes d'ailleurs quand je vois cette dictée. Quand on propose, on a aussi une dictée, hein, la dictée Archibald sur TV5 enseignant. Donc voilà, moi je trouve que tous ces petits événements, mis bout à bout, c'est ça qui fait vivre la langue française, c'est ça qui donne envie aux gens au quotidien réellement d'apprendre le français. Quand un gamin, il va avec son école dans un événement et qu'il s'est bien amusé, qu'il a goûté des choses qu'il connaissait pas forcément, que tout ça s'est fait dans un contexte, voilà, c'est comme ça qu'on a envie. C'est la Milborg, c'est la Madeleine de Proust, quoi. C'est leur Madeleine de Proust. Si ça s'est fait en français, voilà, il y a un lien qui s'est créé, il y a un lien qui est un lien culturel, qui est un lien émotionnel. Nous, on est là juste derrière, ben, c'est sympa de pouvoir allumer la télé, de voir un dessin animé en français. Ça permet effectivement de se dire, waouh, c'est chouette. On a la chance d'avoir en France le troisième écosystème système d'animation au monde, après les États-Unis et le Japon. On a un très beau système d'animation, mais à nous aussi de pouvoir le proposer et de pouvoir effectivement offrir à des enfants le fait de pouvoir regarder un dessin animé en français. Voilà, donc on a un rôle, mais en fait, notre rôle n'est rien s'il n'y a pas des gens sur le terrain pour faire le travail aussi, parce qu'on n'a pas les moyens. On est une petite dizaine ici à Hong Kong pour gérer 7 milliards d'habitants. Après ça, là, enfin, on a 4 milliards et demi d'habitants en Asie-Pacifique. Donc voilà, un territoire qui va pour nous de l'Est de l'Oural à la Polynésie française. Donc voilà, c'est grand. Et donc, on est plutôt, on va plutôt être, on essaye d'être proactif, mais être proactif dans 42 pays, c'est compliqué d'être proactif à 6 personnes, c'est pas facile. Donc, on va plutôt être en réponse à une attente, à une demande, en fonction effectivement de la réalité aussi de ce qui se passe sur le terrain. Il se trouve qu'au Vietnam, il y a derrière cette petite francophonie de 1% de la population, mais il y a une vérité, il y a une réalité néanmoins. Il y a aussi une volonté politique qui existe. Hein, les Vietnamiens sont très présents au niveau des institutions, notamment de l'IF, et il y a quand même cette volonté quelque part et de faire en sorte que la langue française ait un vrai sens, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'établissements scolaires vietnamiens qui enseignent le français et on a à peu près 12 000 étudiants ou élèves vietnamiens qui apprennent aussi le français à travers le pays et de plus en plus d'établissements qui ont le label France Éducation. Ce sont des établissements qui enseignent le français à raison de plusieurs heures par semaine, 5 à 6 heures de vietnamien par semaine, avec à partir du collège une matière, les mathématiques, qui sont enseignées en français. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, effectivement, il y a une continuité de l'éducation en français au Vietnam, avec un réseau, alors qui est celui de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, qui est assez conséquent, puisque au Vietnam, c'est un des rares pays au monde où on a deux établissements EGD. Alors, c'est des établissements en gestion directe, mais ce sont des lycées qui comptent chacun 1200 élèves et puis tout un réseau d'élèves, enfin, pardon, d'établissements partenaires, que ce soit la petite école à Ho Chi Minh ou à Hanoï,
On a le plaisir ce soir d'avoir la directrice de la petite école de Hanoï avec nous, mais d'autres établissements partenaires. Et donc, effectivement, un global de plusieurs milliers d'élèves qui fréquentent ce réseau AEFE et qui fait aussi la force du développement du français au Vietnam, avec et puis des liens très forts entre nos communautés, puisqu'on a des élèves, beaucoup d'élèves qui sont des élèves vietnamiens et qui plus tard, effectivement, continueront, j'imagine, à être les ambassadeurs du français ici au Vietnam ou être des francophiles convaincus avec un apport de la culture française. Voilà. Ben, je vais peut-être laisser aussi la parole à nos amis ce soir, puisqu'il y a aussi des gens qui, alors du milieu associatif, c'est vrai qu'on anime, on travaille beaucoup pour cela dans le cadre de Culture Espace Francophone. D'ailleurs, le prochain festival de la francophonie aura lieu à Ho Chi Minh Ville le 11 avril. Il est à la fois porté par les institutions comme l'Institut français, le poste consulaire, enfin le consulat général de France, l'ambassade, mais aussi il se fait en lien avec le monde associatif et des partenaires francophones comme le Canada, comme la Suisse. Donc il y a ce mouvement et puis TV5 Monde, bah, il sera représenté. Et donc, nous sommes très ravis de pouvoir le faire et que TV5 Monde soit présent aussi. Alors, on a parmi nous des gens, je ne sais pas si vous avez des J'essaierai d'être présent, hein. Je ne vous promets rien, mais j'essaierai d'être présent. J'ai noté le 11 avril. samedis. Alors, Voilà. l'ambassadeur sera présent aussi. Le J'ai rien d'autre à faire le week-end, donc ça tombe Bon, bah, bien. c'est formidable, Alexandre. On t'attend avec impatience. Il y aura un très beau stand TV5 Monde aussi qui sera fait. Donc, alors, on a aussi d'autres acteurs associatifs, hein, puisqu'il y a aussi des flammes qui se montent au Vietnam. Un flamme, c'est des Français langue maternelle. Ce ne sont pas des écoles, mais ce sont des lieux où nos enfants français qui ne sont pas toujours scolarisés dans le réseau AEFE, mais aussi peuvent participer à des activités et continuer à pratiquer leur français. Donc c'est très important parce que ça permet comme ça de créer du lien en français. Alors, et puis il y a d'autres activités et d'autres initiatives qui sont prises. Il y a aussi des gens ici comme Félix qui montent aussi parfois des activités, des événements qui peuvent porter des films aussi et des documentaires en français. Alors, est-ce que je vais vous donner la parole? Il nous reste un quart d'heure, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Alexandre ou simplement évoquer des thématiques plus générales concernant la francophonie? Lancez-vous. C'est le propre des Français, nous adorons parler. Merci. Alors, Monsieur Méral. Oui, alors, je suis vraiment très heureux de participer à cette visio. Je ne suis pas au Vietnam, mais le Vietnam nous intéresse. Je me présente très rapidement. Je suis membre du bureau du réseau international des maisons des francophonies, dont on a un membre qui se trouve à Dalat, Nicolas Leimonery, et un autre qui se trouve à Hong Kong, Stéphane Lam. Et par ailleurs, je suis dans un département qu'on a accueilli en 56-57 des rapatriés d'Indochine et nous sommes en train de réfléchir avec une personne en lien avec l'ambassade du Vietnam comment mettre en coopération je suis dans le département de l'Allier, hein, c'est le Noyant d'Allier, comment mettre l'ensemble de ce territoire en partenariat avec Dien Bien Phu. C'est un projet qui semble intéresser les descendants des rapatriés d'Indochine. Et d'autre part, et je suis très heureux d'avoir entendu tout ce que a présenté Alexandre Muller. Je suis en lien avec Ivan Kabakov, hein, par ailleurs, depuis pas mal d'années. Et je vais vous poser deux questions. La première, Monsieur Muller, nous organisons un festival international francophone, un Brandcourt, au mois de novembre. Et nous avons décidé de débuter, d'ouvrir ce festival le 15 novembre, date du sommet de la francophonie. On avait déjà participé à celui de Paris. Et nous voulons créer une visio avec un certain nombre de partenaires parce que le sommet de la francophonie au Cambodge, alors le réseau international, notre réseau sera présent dans le village de la francophonie, mais nos concitoyens, eux, ne vont pas aller au Cambodge. Et comme nous militons beaucoup pour développer la francophonie,
nous souhaitons mettre en place cette vision avec des partenaires. Alors, nous souhaiterions voir, est-ce que TV5 Monde peut nous aider à mettre en place une visio lors du sommet, l'ouverture, donc le 15 novembre. Et la deuxième, voilà, donc c'est la question que je vous pose. Et la deuxième, par rapport à donc l'association Culture Espace Francophone, donc au Vietnam, comment être en lien avec vous? Parce que nous souhaitons développer des partenariats avec le Vietnam, même si nous sommes en lien avec des personnes de l'ambassade du Vietnam à Paris. Et nous serions très intéressés à avoir plus d'informations sur ce que fait votre association au Vietnam. Une question pour Jaime. Alors, il y a une question pour Jaime, une question pour moi. Le dispositif technique, j'avoue que je ne le connais pas encore, hein, mais je pense que enfin, c'est super de vouloir faire un événement francophone donc en France, mais pour montrer effectivement, on a tendance à. Et cette vision un peu de boulet, en fait, en France, quand on parle de la francophonie, on a l'impression qu'on traîne quelque chose derrière soi et qu'on n'assume pas totalement. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'en fait, c'est une vraie richesse et on ne sait pas, on n'a pas su, enfin, je pense qu'on ne sait toujours pas, comprendre la richesse et en tout cas promouvoir la richesse que ça apporte. Les Anglais ont été beaucoup plus pragmatiques que nous avec leur Commonwealth, hein, ils en ont fait un partenariat économique. Et du coup, quand on parle d'argent, forcément, bah, tout fonctionne derrière, quoi. On n'a pas, pour l'instant, il y a très peu de volets économiques, en fait, dans la francophonie. C'est avant tout un volet culturel. C'est beau, hein, c'est très français. Mais c'est magnifique, mais parfois, c'est pas suffisant. Quand même, je n'ai toujours pas répondu à votre question, donc je vais revenir. Mais je pense que je vais me mettre en contact, en fait, avec mes collègues qui gèrent la zone France-Belgique-Suisse, Monaco, la zone Europe francophone, qui peuvent éventuellement vous aider, vous mettre en contact avec des personnes qui sont effectivement qui vont gérer ça à Paris, au siège de la société et pour pouvoir monter peut-être des solutions simples, techniques pour vous connecter et vous être en interconnexion avec ce qui se passera au Vietnam. Je pense que les antennes de TV5 vont effectivement relayer l'information, mais peut-être pas de façon aussi intensive que ce que vous souhaitez mettre en avant. Et puis c'est intéressant, je trouve, justement, de mettre en avant la francophonie en France. Parce qu'on justement on oublie un petit peu ce que c'est, on a l'impression que c'est un acquis. D'ailleurs, marrant de constater que souvent dans les pays de la francophonie, la France est la seule qui n'a pas d'autre langue en fait officielle. Les Canadiens ont l'anglais, les Suisses ils en ont trois autres, les Belges ont le flamand, et d'ailleurs souvent l'autre langue est d'ailleurs le dominant économique. C'est souvent le cas. En Afrique, il y a au moins une autre langue que le français, hein, même dans les pays francophones, voire l'anglais d'ailleurs dans certains pays. Bref, on a systématiquement, effectivement, on est le seul pays en fait où il n'y a pas de, la langue française n'est pas en opposition avec une autre langue et on n'est pas en bataille en fait. Quand on regarde effectivement les Québécois, la langue française, c'est un sacerdoce. C'est une bataille constante, en fait, pour exister à côté d'un voisin qui est beaucoup plus nombreux et dans une langue qui est encore plus parlée. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant, justement, de montrer ce qu'est la francophonie en France de façon un peu différente, parce qu'on a tendance à penser que c'est que africain, effectivement, mais c'est quand même la seule langue qui est parlée sur les 5 continents. Hein, voilà, quand on va au Vietnam, c'est quand même sympa de trouver des gens qui parlent français. Au Cambodge, on en a peu beaucoup, mais il y en a quand même eu un petit peu. En fait, c'est quand même, voilà, au Vanuatu, c'est une langue qui est parlée par la moitié de la population. Voilà, on en trouve partout comme langue officielle. Et c'est vrai que souvent, la France, on a tendance à se dire, non, mais c'est une langue, en fait, c'est quoi la francophonie? Une espèce d'association, on ne sait pas, c'est un boulet. On se traîne ce boulet, j'ai tendance à dire ça. Mais alors que c'est une vraie richesse et que voilà. Donc, bravo de le faire, merci. Et je vous mettrai en contact via Jaime avec ma collègue à Paris pour que vous puissiez prendre son attache et lui vendre votre projet. Voilà. Ben, merci beaucoup, hein. Mais je partage tout à fait votre appréciation sur la non prise en compte de la francophonie en France. Je pourrais citer les propos de Wal Scotra, hein, qui était directeur exécutif de France Télévisions en charge des Outre-mer. Et lui-même dit, voilà, ah oui, un livre extrêmement intéressant. Et lui-même dit, la France, c'est un pays monde, mais dans l'Hexagone, on n'en a même pas conscience.
Et ça me paraît J'apprécie, compliqué. j'adore. On se connaît bien et on travaille notamment sur les pays, justement, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, où il est présent régulièrement. Effectivement, il a apporté beaucoup à France Télévisions sur les Outre-mer, déjà sur la vision déjà des Outre-mer, et ce qui permet effectivement ce qui apporte déjà une différence dans la francophonie, hein, parce que souvent, effectivement, la langue française n'est pas toute seule. Sur ces territoires-là, la langue française n'est pas toute seule, justement. Si on parle de la Polynésie, il y a plus de 200 dialectes différents, hein, qui sont parlés. La Nouvelle-Calédonie, c'est pareil. Et justement, on voit que chaque fois que la langue est en conflit, ça crée des tensions, hein, politiques, économiques. Donc voilà, on a tendance à un peu se reposer sur nos lauriers en France. Oui, c'est vrai que il y a un peu de breton, on parle un peu de breton, il y a encore un peu de languedoc, et languedoc, voilà. Mais finalement, c'est pas vraiment, on n'a pas l'impression, il y a du corse, effectivement, mais, mais, mais tout ça dans des proportions qui finalement sont à peu près les mêmes que celles du français en Asie, hein, si on est objectif. Il y a objectivement plus de Français qui parlent corse que d'Asiatiques qui parlent le français, en pourcentage, pour remettre les Et perspectives. il y a beaucoup de Corses francophiles. Je suis passé, passé pas. Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Je laisse à Jaime le soin de répondre pour Culture et Espace francophone. Oui, alors très rapidement, Culture Espace Francophone est une association qui a un programme annuel au Vietnam et qui met en place des activités qui sont destinées à la fois aux enfants fréquentant le réseau AEFE, c'est-à-dire les écoles françaises installées ici au Vietnam, et puis les écoles où on enseigne le français. Et donc l'idée, c'est de réunir ces élèves qui viennent d'horizons très différents pour qu'ils communiquent en français et participent à des activités qui sont en octobre pour le concours du goût, donc découvrir la cuisine et la culture culinaire française, mais aussi d'autres activités liées à l'expression française. Et puis on a d'autres activités comme la grande dictée qui réunit pour les élèves, qui réunit chaque année environ 650 participants. Mais il y a aussi une dictée pour les grands qui est effectivement pas toujours très simple et à laquelle on peut participer ne serait-ce que par plaisir, même si on fait beaucoup de fautes. Le premier a fait 14 fautes parce que effectivement la langue française a plein de subtilités et un vocabulaire qui est extrêmement riche avec effectivement qui est un véritable casse-tête. Mais voilà, c'est pour le plaisir. Donc, je vous contacterai, enfin, je vous donnerai les coordonnées et je vous ferai part de toute la programmation sur l'année. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'étais justement dans le cadre du concours de l'environnement en français et nous étions avec des élèves à la fois vietnamiens et du réseau AEFE et nous avons travaillé toute la matinée. Enfin, c'était des ateliers très agréables et on y retourne demain. Et le prochain grand événement, c'est donc le 11 avril. Et je serais ravi d'annoncer à Alexandre, que tu seras peut-être présent puisque le week-end tu t'ennuies et que tu souhaites venir participer au Festival de la francophonie en projet. En tout cas, Karine, ma collaboratrice, fait tout pour que, voilà, que j'y sois Super. présent. Voilà, donc Bon, génial. je vais y travailler. Très bien. Et il y a une question de Laïla Vello qui est à Hanoï. Oui, merci Raimé, merci pour votre présentation, M. Muller. Alors moi, j'ai deux questions en fait. La première est plus une proposition. En fait, ça fait 14 ans que j'habite au Vietnam, bon, plutôt à Hanoï. TV5 Monde déjà avant de venir parce que j'habitais à l'étranger, c'est connu. Alors moi, je militerai plus par rapport aux Français ou aux francophones qui habitent au Vietnam. Souvent, TV5 Monde, bien sûr, c'est un buffet d'air, c'est en français, on a envie d'entendre le français, des émissions françaises aussi, etc. Pour les gens surtout qui ne parlent pas l'anglais ou qui apprennent le vietnamien, souvent TV5 Monde, vous visez ou vous ciblez, mais c'est compréhensible aussi parce que c'est dans votre objectif de promouvoir la francophonie en Asie. You know? Mais souvent, c'est vu pour les Vietnamiens, pour qu'ils écoutent le français ou qu'ils apprennent, etc. Mais je trouve que la population française est souvent oubliée. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup avec Karine par rapport aux écoles françaises. Donc, c'était moi qui étais venue la chercher, etc. On a pu faire des choses vraiment super, ou pour les familles aussi, avec des dessins animés ou des films avec des promotions. Mais est-ce que vous pensez c'est possible ou dans votre objectif d'essayer d'inclure aussi peut-être les Français
qui habite au Vietnam, ou moi, on parle du Vietnam parce on parle c'est pour le Vietnam, mais pour pouvoir faire quelque chose. Donc ça, c'est Ah non, un. mais Sorry. ouais. Non, non, mais You know? légitime, question légitime. C'est ça. Et la deuxième, c'est, par exemple, il y a des associations à Hanoï. Donc, je parle d'Hanoï parce que je connais. Donc, on fait des actions. Et puis là, actuellement, on est en train d'essayer de rassembler. Donc, pendant le Covid, il y a eu une grande solidarité entre plusieurs associations qui ont travaillé ensemble parce qu'il y avait des gens qui étaient dans des situations compliquées. Et puis ensuite, là, on se rend compte par rapport à la culture, par exemple, par rapport aux restaurateurs, etc., comment faire passer un message pour les Français qui viennent en vacances à Hanoï, même par exemple, ou qui habitent au Vietnam. Donc, on est en train de fonder une sorte de collectif francophone avec l'ambassade qui nous soutient aussi. Donc, par exemple, si on veut faire passer des messages via TV5 Monde ou votre site où vous avez des newsletters ou quelque chose, est-ce que c'est des choses qui est possible? Donc là, c'est casquette association ou, donc voilà. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais répondre à la deuxième, puisque vous avez déjà le contact avec Karine, donc c'est la bonne interlocutrice. C'est à elle qu'il faut envoyer ces choses-là. Effectivement, on a des outils numériques, on a un site internet, on a des newsletters. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Et vous avez déjà le bon contact, donc je vais pas, voilà, continuer. Et c'est parfait. Je pense qu'effectivement. La première question, effectivement, c'est toujours compliqué. Alors moi, je suis expatrié depuis que j'ai 3 ans, hein, donc je suis un fils d'expatrié, un enfant d'expatrié. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'étranger, sur les 5 continents. Et donc, mais il n'y avait pas TV5 hein, quand j'étais petit, donc moi j'enregistrais des cassettes audio quand je rentrais en France et j'écoutais de la musique avec mon Walkman. Voilà, j'ai vécu 8 ans en URSS notamment, et je dis bien en URSS. Voilà, donc c'était voilà notre pays. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu en Égypte et un peu partout. Et du coup, je comprends bien hein, la question de TV5 Monde. Après, on essaye. Notre problématique, c'est qu'on doit toucher tout le monde. Notre objectif, c'est de toucher effectivement un public d'expatriés, hein. Il y a à peu près 200 000 expatriés français et francophones en Asie Pacifique. Donc sur 4 milliards et demi d'habitants, il y a à peu près, allez, si je pousse les murs, 350 000 expatriés francophones en Asie Pacifique. Économiquement, ça pèse pas lourd par rapport aux diffuseurs qui sont effectivement, qui sont les gens chez qui on doit aller taper à la porte. Donc effectivement, il y a à la fois, mais c'est notre cœur de cible. Si j'ai tendance à schématiser ça sous la forme d'une cible. Si on prend une cible, effectivement, une cible pour la fléchette, hein, voilà, on a une chaîne, c'est une fléchette, et on a une belle cible dans laquelle au centre, le petit point rouge au milieu, là, ça où marqué 100 points, là, c'est voilà, ce sont les Français et les francophones expatriés. C'est ça, là, ça, c'est ça la taille. Ensuite, vous avez effectivement les apprenants de français qui sont un peu plus importants. Vous avez non, vous avez les Français, les francophones, les voyageurs sont aussi une cible, puisque effectivement, souvent, les gens découvrent la première fois TV5 Monde dans les hôtels, mais c'est aussi un gros travail d'être présent dans tous ces hôtels, et c'est des millions de chambres d'hôtel dans lesquelles, effectivement, on trouve TV5. Et souvent, les Français découvrent la première fois TV5, c'est la chaîne de leurs vacances au Club Med ou ailleurs. Ils découvrent effectivement cette chaîne en français, cette espèce d'ovni qui parle parfois québécois, on ne se comprend pas pourquoi. Et puis les apprenants et finalement les francophiles. Donc effectivement, on a toute cette cible-là qui va dont le public va augmenter petit à petit. On essaie de toucher tout le monde, mais on touche tout le monde avec les contraintes qui sont celles-là, avec une deuxième contrainte qui est de dire que d'abord un expatrié français ou belge n'attend pas la même chose. Un homme ou une femme n'attend pas la même chose. Un public de 3 à 12 ans n'attend pas la même chose qu'un 12-16 ans, qu'un 18-35. Voilà. Bref, vous avez toutes les catégories socio-professionnelles aussi qui sont différentes. Donc, vous avez en fait une multitude de publics différents. Et nous, on a une fléchette pour toucher tous ces publics-là. Donc, en fait, j'ai tendance à dire, malheureusement, quand on me demande, mon rôle consiste à frustrer au minimum l'ensemble de ces publics-là. Je peux satisfaire personne. Parce qu'en fait, aucune de mes cibles, de ces cibles-là, n'est ma cible prioritaire. Je suis obligé de faire attention à toutes les cibles. Et ça devient excessivement compliqué. Parce qu'en dehors de fait, vous avez parlé du Vietnam, mais moi, je dois gérer avec la même chaîne, j'ai 7 fuseaux horaires. Donc, non seulement j'ai le cumul de toutes les contraintes que je viens de citer, mais j'ai un cumul de fuseaux horaires dans lequel, effectivement, quand il est 20h30 à Hong Kong, il est 19h30 chez vous à Hanoï,
mais il est 6 heures du soir à New Delhi. Et il est 11h30 à Sydney. Voilà. Donc, vous ne consommez pas le même programme à 20h30 ou à 18h30. Or, pour moi, quand il est 20h30 chez vous, il est forcément 18h30 quelque part. Donc, voilà, c'est pas pour m'excuser, mais c'est pour vous expliquer qu'effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé TD5 Monde Pacifique, parce qu'avant, on avait 12 fuseaux horaires. C'est le grand écart, là. Les addicteurs, ils tenaient plus. Hein, on avait un programme jeunesse qui arrivait à 11h du soir en Nouvelle-Zélande. Je veux dire, on devient ridicule. Donc, donc effectivement, et c'est pour ça qu'il y a ces outils numériques qui ont été ajoutés. Hein. On n'a qu'une chaîne de télévision et on n'a pas la place d'en avoir. Alors, on a, à travers l'offre qu'on a mis en place, effectivement, vous avez TV5 Monde Asie, TV5 Monde Pacifique. Sur certaines zones, vous avez TV5, qui est une chaîne pour les jeunes, dans laquelle on a mis. Donc, on a essayé de constituer en fait une offre de complément qui permettent de répondre à certaines de ces contraintes et de ces frustrations. Mais je peux comprendre effectivement que certains voudraient avoir leur film qui commence à 21h, d'autres c'est 20h30, d'autres c'est 18h parce que ils sont à la maison à 18h et que finalement ça tombe bien. Et pour ça, effectivement, c'est le succès des offres type Netflix. C'est vous lancez quand vous voulez. Après, vous n'avez pas un programme en continu. La difficulté, c'est la découvrabilité. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez regarder, et vous avez tous l'expérience, imagine à la maison, hein, où vous avez fini une série et vous regardez avec votre conjoint et vous dites, bon, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Si vous n'avez pas eu d'un ami, ou une curiosité ou quelque chose que vous attendez, vous passez 1h30 à choisir et puis finalement, vous regardez rien à la fin de la soirée. Ça arrive à tout le monde, ce truc-là. Voilà. L'avantage de la télévision, c'est que vous allumez, vous regardez quelque chose, ça vous plaît pas, vous zappez, vous regardez autre chose. Donc, j'entends bien tout ce que vous dites et on a cette contrainte-là et je vous assure qu'on fait le maximum. Là, je suis par exemple pas du tout confort avec l'offre d'information qu'on vous offre en soirée, effectivement. C'est une bataille que je n'ai pas gagnée en interne pour pouvoir prolonger le journal de TV5 Monde en soirée. Mais aujourd'hui, on vous propose le journal de France 2 de la mi-journée. Je pense que personnellement, je trouve qu'il n'est pas totalement adapté à nos habitudes de consommation et à ce qu'on attend en fait d'un journal télévisé. Mais de l'autre côté, je vous dis, vous êtes sur le câble, vous pouvez zapper, regarder une chaîne d'information en continu qui va vous apporter l'information que vous voulez. C'est aussi l'environnement dans lequel on évolue qui fait on peut aller regarder autre chose. J'ai tendance à dire, si on était en France, en Asie, on n'a que TV5 Monde. Hein. Alors, si vous avez un peu de chance, vous avez France 24 en français, hein, mais souvent, elle n'est pas toujours diffusée en français. Mettez-vous dans un autre contexte. Si vous êtes en France et que vous avez la chance d'avoir plein de chaînes, choisissez celle que vous préférez, n'importe laquelle, ça peut être TF1 comme Arte, hein, peu importe, et interdisez-vous de zapper. Ne regardez que celle-là. Vous allez la détester. Au bout de 3 semaines, vous n'en pouvez plus. Et c'est un peu ce contexte-là dans lequel on est, nous, TV5 Monde. On est tout seul à remplir un rôle qui touche plein de mondes différents, plein de publics différents et avec des attentes très différentes. Donc, voilà, je n'ai pas de meilleure réponse que de vous dire que je suis désolé et je comprends effectivement et qu'on essaye de mettre c'est pour ça qu'on a lancé TV5 Monde Asie Pacifique, une offre multi-écran pour pouvoir effectivement vous offrir une alternative en fait. On comprend effectivement que les habitudes de consommation des gens ne sont pas toutes les mêmes au même moment. Et c'est pour ça que la vidéo à la demande qu'on essaie de proposer à côté vous permet effectivement d'ajuster ça et d'enrichir une offre. Parce que économiquement, malheureusement, une chaîne en français sur le câble dans votre région, c'est suffisant pour les opérateurs et que de toute façon, il n'y a pas de place pour la concurrence. Et même Canal+ au Vietnam, pour effectivement valider mon problématique économique, vient de fermer son activité au Vietnam après plusieurs années, parce qu'ils n'y arrivent pas. Très bien. Voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Merci en tout cas, Alexandre, de ton honnêteté, mais je pense qu'effectivement, l'échange, la réflexion permettront de construire, de continuer à construire de manière à répondre aux différentes demandes. Et puis, l'un des objectifs, effectivement, c'est aussi de rapprocher la communauté française pour qu'elle travaille ensemble de manière à ce qu'on puisse répondre à ses besoins et à ses demandes. Et il y a un grand besoin de francophonie, il y a besoin de synergie entre les associations et ces synergies, elles permettront sans doute de faire aboutir des projets
et de rapprocher aussi nos institutions de la communauté française, parce que c'est ce que disait Laïla pour TV5 Monde, ce sont des problématiques qu'on peut aussi rencontrer avec les instituts, qui ont des objectifs et ça c'est une demande de la communauté française de partager leur programmation, de créer du lien aussi, et ça c'est très important, de créer du lien entre les communautés. C'est-à-dire, on comprend très bien que l'objectif, c'est la communauté vietnamienne pour développer le français ou développer la francophonie, mais qu'on puisse créer ces passerelles avec les communautés françaises. C'est ce que fait souvent le tissu associatif et qui est soutenu aujourd'hui par TV5 Monde. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vous propose que nous concluons notre webinaire sur cette réflexion. Et puis, merci beaucoup Alexandre d'avoir été présent ce soir, de nous avoir fait une très belle présentation de TV5 Monde, de parler francophonie. Et puis à tout le monde, bah, merci d'avoir participé, d'avoir été présent ce soir. Il y a un prochain webinaire qu'on va faire qui est toujours sur la francophonie aussi, sur le français, puisqu'on parlera du réseau AEFE et donc de son développement. Et c'est la semaine du 29 mars, je crois, de mémoire. Et donc, nous serons présents avec Yann Chantrel pour parler aussi francophonie et d'établissement scolaire et développement du réseau AEFE et réforme du réseau. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été présent ce soir. Et bravo à TV5 Monde parce que c'est très important pour nous, Français de l'étranger. Voilà. Et puis merci à tous ceux qui étaient présents aussi depuis la France. Monsieur Méral dans l'Allier, et je vois Monsieur Guillot aussi à Paris. Voilà. À très très bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir et merci pour toutes les questions. Il y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. J'ai été comme vous à un moment. Je suis aussi un expatrié français à l'autre bout du monde et comme vous, j'ai des envies et des besoins que je n'ai pas toujours malheureusement, mais je vous invite à aller voir TV50 Plus si vous ne l'avez pas encore téléchargé sur votre télévision ou sur votre smartphone, votre tablette. Il y a plein de contenus et je suis sûr que quand vous n'avez rien qui vous intéresse sur l'antenne, je suis sûr que vous trouverez quelque chose sur cette plateforme. Et c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les regarder. TV5 Monde Plus. Eh ben, on n'oubliera pas. Absolument. Merci beaucoup, Alexandre. À très bientôt. Merci à vous. Très bonne soirée à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.